Alors bonjour à tous, nous sommes actuellement à l'ISTEM en compagnie de Anselme Perrier qu'on va laisser se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Anselme Perrier, donc je suis directeur de recherche à l'INSERM, qui est un institut qui fait de la recherche sur les médicales. Et donc je suis un des directeurs d'équipe de recherche de l'Institut ISTEM, qui est un des instituts de l'Institut de biothérapie qui est financé par le Téléthon, AFM Téléthon. Donc, ISTEM veut dire cellules souches. Donc ISTEM veut dire Institut pour les cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques. Donc cellules souches, on en reparlera, et traitement et étude, donc c'est à la fois étudier pourquoi les maladies causent ces symptômes, les symptômes, et le traitement, c'est essayer de trouver des nouveaux médicaments ou des nouvelles thérapies contre ces maladies. Et monogéniques, c'est les maladies. Donc génétiques, donc monogéniques, ça veut dire causées par un seul gène, donc on a des mutations d'un seul gène qui sont responsables de maladies dites génétiques, donc qui sont héritées familiales et qui causent des différents types de maladies. Et en fait, ces maladies sont dites rares parce qu'elles touchent un petit nombre de personnes, mais comme il y a énormément de sortes de maladies génétiques, in fine, ça fait beaucoup de monde. Parce qu'il y a plus de 6000 maladies génétiques. Et un exemple de maladie monogénétique? Donc moi, je travaille personnellement sur la maladie de Huntington. Donc c'est une maladie qui touche le cerveau des patients et donc qui est causée par une mutation, la mutation dont le gène s'appelle la huntingtin. Et cette seule mutation est responsable donc d'une dégénérescence, donc d'une perte de cellules dans le cerveau qui conduit inexorablement à la mort en 10-15 ans. Et même comme autre type de maladie, les myopathies du chêne, DMD. La mucoviscidose également. Alors nous on travaille moins là-dessus, mais il y en a des milliers, il y en a littéralement plusieurs milliers. L'une des choses qui viennent le plus souvent à l'esprit quand on parle des maladies orphelines, très souvent, ce sont les enfants, mais est-ce que ça ne touche que les enfants? Alors orpheline, juste pour préciser, ça veut dire qu'une personne s'occupe d'elle, ça veut pas dire que ça touche des enfants orphelins. Maladie monogénique, ça touche le gène des gens, donc forcément s'il y a un défaut, ce défaut peut s'exprimer dès la naissance, même durant la vie fœtale. Et c'est vrai qu'il y a souvent, on montre beaucoup des enfants, mais il existe aussi des maladies génétiques qui se développent plus tardivement, typiquement la maladie que j'étudie particulièrement, la maladie de Huntington, et une maladie où la majorité des patients présentent les symptômes seulement après 30-40 ans de vie. Et donc la maladie de Huntington, c'est mortel dans 100% des cas à l'heure actuelle. À quelle échéance quand on a... Alors en fait, ce qu'on dit généralement, c'est que à partir du moment du déclenchement des symptômes les plus visibles, les patients ont entre 10 et 15 ans. Donc c'est assez variable suivant les patients, suivant le type de mutation. Et plus la mutation est sévère, plus le décours va être rapide. Mais c'est inexorable, il n'y a pas de traitement. Et est-ce qu'on peut renvoyer les gens vers Dr House? C'est fidèle? Non, il y a eu, je crois qu'il y a des épisodes où numéro 13, non, il n'y a pas de traitement. Donc tous les traitements actuels sont encore au stade complètement expérimental. La question était, est-ce que dans la série, la manière dont on en parle, c'est raccord avec la science? Alors, vous savez pas? Je sais pas. Alors, il faut regarder Dr House. Ouais, il va falloir que je regarde les épisodes. Soit le défaut est présent tout de suite et les conséquences sont visibles immédiatement. C'est le principe d'une crevaison et d'un pneu éclaté. Soit vous avez un pneu éclaté et là, dans la seconde qui suit à votre voiture, vous sentez qu'il y a un problème. Si vous avez une crevaison lente, vous avez accumulé un défaut, mais au début, vous n'allez pas trop sentir. Vous avez peut-être la voiture, elle va peut-être rouler un petit peu moins droite, elle va peut-être moins bien freiner. Et puis, il y a un moment où le pneu il sera à plat et là, la voiture s'arrête. Typiquement, pour Huntington, on pense que c'est une maladie où il y a des défauts qui sont en soi pas mortels pour la cellule tout de suite, mais qui, à force de s'accumuler, font la cellule la plus fragile du cerveau va être plus sensible et finir par mourir. Et l'accumulation de mort cellulaire dans une région du cerveau finit par détruire la substance qui fait que le cerveau est fonctionnel. Et donc, à la fin, il n'y a plus de fonction, il n'y a plus d'activité. Si on reprend le cas général des maladies rares, quelles ont été les grandes étapes, en gros, ou les grandes technologies, si on remonte il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, dans la recherche? Pour les maladies génétiques, ce qui change du tout au tout, c'est l'identification du gène mutant. C'est-à-dire que avant les maladies génétiques, ça veut pas dire qu'avant on ne savait pas que les maladies étaient génétiques, parce qu'on avait très très rapidement malheureusement compris qu'il y avait des familles qui avaient des enfants, qui eux-mêmes avaient des enfants, et il y avait une certaine proportion
qui étaient affectés par une maladie qui se ressemblait de génération en génération. Et donc ça a affecté les familles, et donc forcément il y avait une transmission familiale de ces maladies, l'origine génétique. Alors au début on comprenait pas trop le support même, l'ADN, etc. C'est arrivé quand même assez au XXe siècle tout ça, mais on savait bien qu'il y avait des descendances. Et après, une fois qu'on a compris que le support de l'information génétique c'était l'ADN, etc., on s'est dit forcément ça va être des gènes, mais le fait d'être certain que c'était monogénique ou que c'était une mutation plutôt qu'une autre, c'est arrivé assez tardivement. Et c'est vrai que le premier point de départ souvent de l'étude des maladies génétiques, c'est d'identifier le responsable, et souvent ce n'est qu'un seul. Comme le génome est quand même vaste et que les capacités à séquencer le génome en entier, ça date d'il y a quelques années. Ça date pas de. Donc en fait, finalement, avant même de pouvoir séquencer tout le génome, les scientifiques ont été capables de restreindre les régions, justement par des histoires de cartographie, pour savoir quelle région était le plus probable d'être liée à ce trait génétique qui était causal de la maladie. Et en fait, pour Huntington, je connais que l'année de Huntington, c'est 93. C'est un effort massif pour regrouper des cohortes de patients. Pour finalement, le principe, c'est de dire qu'est-ce qui est en commun à tous ces patients, et d'un point de vue génétique, pour finir par identifier une région plus ou moins grande, qui a fini par être identifié comme étant une région codante, et donc le gène est généralement... c'est pour ça que souvent le gène de la maladie est identifié après qu'on nomme la maladie, donc souvent il reprend le nom de la maladie, donc Huntington. Alors, depuis 93, il s'est passé quoi dans les techniques pour identifier, et après pour réparer éventuellement, d'abord pour identifier? Alors pour identifier, c'est vraiment l'explosion technologique, c'est vraiment les capacités de séquençage. Ce qui fait que on peut non seulement identifier les gènes responsables des maladies génétiques et éventuellement des marqueurs génétiques qui corrèlent avec des aggravations ou des atténuations de l'effet de la mutation principale. Donc ça complexifie encore plus, puisque pour une même mutation, on va avoir des patients qui vont déclencher la maladie plus tôt ou qui vont avoir une maladie plus sévère. Donc ça devient c'est les subtilités de la génétique, où il y a une accumulation de combinaisons d'une mutation causale principale, plus des variants qui sont pas eux-mêmes causales de mutation, mais qui influencent la gravité de la mutation. Et puis les dernières évolutions, c'est vraiment de commencer à pouvoir éditer le génome plus facilement, beaucoup plus facilement. Et donc ça commence à venir, les technologies d'endonucléase, CRISPR-Cas9, etc., où là, ce qui avant était faisable, mais de manière très laborieuse et très longue, et tellement peu efficace que c'était vraiment pour certains aspects de la recherche, ça devient quelque chose où on se dit, mais en fait, si c'est si efficace que ça, on va directement intervenir chez les patients pour traiter certains organes à défaut du patient en entier. Et quelle est la place et quelle est l'importance des cellules souches dans ce champ de recherche? Peut-être même déjà définir cellules souches, comme on en avait parlé tout à l'heure hors caméra, parce qu'on n'entend pas tous la même chose quand on emploie ce terme. Donc souvent quand on parle de cellules souches, pour nous, on ramène, dans notre domaine, on ramène cellules souches à l'abréviation pour cellules souches pluripotentes, c'est-à-dire des cellules qui sont capables, donc pluripotentes, plusieurs, et potentes, potency, la capacité. Et donc en fait, les cellules pluripotentes, c'est les cellules qui sont capables de se multiplier à l'infini. Donc ça permet d'avoir beaucoup de cellules et se différencier dans tous les types cellulaires d'un organisme. Et l'intérêt de ces cellules, c'est qu'on peut les manipuler in vitro, et donc on peut avoir un substrat biologique d'étude qui est en quantité illimitée, donc c'est déjà très important, ça permet de répéter les expériences, et de qualité dans le sens de phénotype d'intérêt, ce qui permet de faire des études différentes de celles qu'on faisait auparavant. Auparavant, on avait la quantité avec des cellules extraites de tissus cancéreux, puisque ça proliférait. Donc on avait la quantité, mais on n'avait pas la qualité, puisque on avait des cellules en grande quantité de type cancéreuse. Donc à la rigueur, si on étudie le cancer, pourquoi pas. Mais par contre, si on veut étudier la mort d'un neurone avec une cellule cancéreuse qui se divise, alors qu'un neurone c'est une cellule qui s'est pas divisée depuis 40 ans, là sa dernière division, ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est là l'intérêt des cellules souches, c'est vraiment la quantité et la qualité. Et le troisième intérêt qui se rajoute, c'est qu'on peut choisir le génotype de ces cellules en prenant des cellules qui sont éventuellement porteurs de mutations. Et donc dans ce cas-là, quand on étudie des maladies monogéniques, on va avoir la mutation d'intérêt, on va faire exprès de choisir une cellule qui porte ce génome mutant,
Et on va donc pouvoir avoir un modèle, un substrat d'étude de la maladie. Au lieu d'étudier le malade, nous, on est des chercheurs, c'est beaucoup plus simple d'étudier la cellule malade. Alors, une question technique, mais alors, comment on choisit le génome? Comment on choisit la lignée cellulaire qui porte le gène d'intérêt? Alors en fait, on a un peu trois manières différentes, on va dire. Il y en a. Alors historiquement, pour les cellules, donc premièrement, ce qui n'est pas précisé, c'est que quand je parle de cellules souches pluripotentes, c'est cellules souches pluripotentes humaines. Donc l'idée, c'est d'étudier des maladies humaines avec des cellules humaines, parce que effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec des cellules animales, cellules de souris par exemple, ou même d'animaux moins compliqués. Mais c'est vrai que pour une maladie humaine, d'autant plus du cerveau, on a quand même, c'est très intuitif de comprendre que la maladie d'un cerveau d'une souris comme ça et la maladie d'un cerveau humain comme ça, forcément il y a des choses qui vont changer en termes de développement, de taille, de fonction, etc. Donc nous on reste sur des cellules humaines, et après la question c'est de savoir comment on accède, comment on choisit à une cellule avec une porteur d'une mutation causale de maladie. Donc historiquement il y avait deux avancées qui ont permis cet accès. Premièrement, c'était les cellules souches embryonnaires humaines. Donc ça, c'est une première catégorie de cellules souches pluripotentes qui sont dérivées d'un embryon issu d'une fécondation in vitro. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail, mais le principe, c'est que il y a des parents qui ont des soucis de fertilité et qui ont donc poussé au développement de fécondation in vitro, où on prend des gamètes, ovules et spermatozoïdes, et on maîtrise la fécondation in vitro dans des laboratoires qui ont pour but d'aider ces parents à avoir des enfants. Et donc, toute la technologie de fécondation in vitro a été mise en place, y compris jusqu'à avoir trop d'embryons pour les parents, et donc il y a une partie de ces embryons qui ont été congelés, et après, la loi précise qu'on ne peut pas utiliser de toute façon ces embryons au-delà d'une certaine date de conservation. Il se trouve en France, c'est 5 ans, et donc ces embryons sont détruits, en fait, la plupart du temps. Et en fait, les chercheurs ont dit, mais peut-être qu'on peut étudier ces cellules pour extraire de ces embryons des cellules embryonnaires pluripotentes, donc ces fameuses cellules souches embryonnaires humaines. Et après, c'est comme ça qu'on a eu des cellules souches embryonnaires humaines non porteurs de mutations causales. Et après, il se trouve qu'il y a une variante de cette fécondation in vitro qui ne concerne pas un projet parental qui est lié à l'infertilité, mais qui est lié au risque d'engendrer un enfant porteur d'une mutation très bien définie, typiquement Huntington. Et dans ce cas-là, en France, la loi autorise à faire un diagnostic génétique au moment de la fécondation in vitro. Donc techniquement, ils enlèvent une ou deux cellules, ils font ce diagnostic, ils revérifient le diagnostic, et ils peuvent dire cet embryon-là, dans cette boîte-là, il est porteur d'une mutation causale d'une maladie, donc il ne faut pas le réimplanter, sinon ça fera un enfant qui aura cette mutation. Donc, et ces embryons-là. Et donc évidemment, les embryons porteurs de mutation n'ont pas de projet parental, et les parents peuvent les donner à la science pour étudier les effets de la mutation, et donc à partir de ces embryons porteurs de la mutation, on peut dériver des lignées cellulaires qui sont, eux, porteurs de la mutation. Donc, il y a une mutation qui est équivalente à ce que un enfant de ce couple porterait comme mutation s'il avait eu la malchance d'être un sur deux de porteurs de la mutation. Donc ça, c'est vraiment le premier accès à ces cellules mutantes. Et après, il y a eu une deuxième révolution technologique et scientifique en 2006-2007 de Yamanaka, les fameuses IPS, où là, ce scientifique japonais a inventé les IPS. Alors IPS, c'est Induced Pluripotent Stem Cell, donc cellules pluripotentes induites. Et donc là, le principe, c'est de dire, on prend une cellule dite somatique, c'est-à-dire n'importe quelle cellule de l'organisme qui a un noyau, et on reprogramme, c'est-à-dire qu'on réinstruit le génome de cette cellule pour lui faire croire qu'elle doit redevenir au stade embryonnaire. Et c'est tellement efficace que la cellule va complètement se reformater en une cellule, se dédifférencier complètement au stade embryonnaire, qui est un stade essentiellement non différencié de celui qu'on a lorsqu'on utilise des cellules souches embryonnaires humaines. Alors si ça marche si bien, pourquoi est-ce qu'on aurait encore besoin des cellules embryonnaires? Alors nous, on utilise les deux parce que ça marche bien. Les cellules embryonnaires sont nativement embryonnaires, donc il n'y a pas de problème de qualité de l'état pluripotent. Les cellules c'est pas équivalent. C'est pas complètement équivalent. Les cellules induites, ça devient très technique. Les cellules induites, elles ont une reprogrammation qui est très bonne, surtout quand on contrôle bien la qualité de cette reprogrammation, mais qui peut laisser des traces
surtout parfois même épigénétiques, des traces de mutations accumulées par les manipulations. Donc en fait, l'embryonnaire est vraiment le standard de qualité. Il y a un petit peu de bruit. Par contre, ça a énormément d'avantages, c'est que ça permet de choisir le patient. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un patient, évidemment, par exemple, qui a la maladie de Huntington, mais qui a eu une forme plus forte, plus exacerbée que d'autres. Donc comme ça, on va avoir une mutation qui cause des symptômes beaucoup plus graves, et donc peut-être qu'on va pouvoir lire la gravité de cette mutation, même à l'échelle de la cellule. Donc c'est ça la deuxième révolution qui a permis d'avoir l'autre type de cellule mutante. Et le dernier type, c'est un peu corrélé aux évolutions récentes du génie génétique, c'est tout ce qui est de manipuler artificiellement le génome d'une cellule normale pour qu'elle porte une mutation. Donc ça veut dire qu'on peut éditer le génome d'une cellule mutante pour qu'elle ne porte plus sa mutation, et inversement, pour qu'elle porte la mutation, et donc ça permet d'avoir des contrôles, des cellules très proches, comme si on avait deux jumeaux, un jumeau serait porteur de la mutation et l'autre pas, simplement parce qu'on a réécrit le gène pour soit effacer la mutation, soit l'introduire. Ça, c'est une autre manière d'accéder à ce genre de... Alors, j'ai entendu dire dernièrement, info ou intox, je ne sais pas, quand on cherche à dépister une maladie chez un embryon, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, on ne peut chercher qu'un nombre limité de maladies, entre guillemets. Est-ce que c'est vrai ou Alors en fait, par rapport au droit, là, c'est vraiment du droit. Ah oui, par rapport au droit. D'un point de vue technologique, on peut chercher toute mutation. Voilà. Par rapport au droit, c'est une certaine forme d'eugénisme, et donc il y a des pays qui interdisent complètement cela, de par leurs histoires, typiquement l'Allemagne. Il y a des pays qui comprennent qu'il y a un bénéfice pour la société à permettre aux parents qui se savent, dont l'un des deux c'est porteur d'une mutation qui est incurable, de faire un choix d'embryon pour écarter donc les embryons qui seraient porteurs d'une mutation. Donc c'est pas un défi technologique, c'est plus un défi éthique et légal, et donc la France contrôle très précisément quel type de maladie est accepté. Je suis pas spécialiste, mais je pense que le principe c'est de dire on autorise cette sélection par dépistage préimplantatoire des pays pour les maladies graves et incurables. Si vous avez une perte de cheveux, par exemple, on ne va pas laisser vos parents choisir, je dis ça au hasard, hein, bien sûr. Il y a un gène de ça Je ne sais pas s'il y a plusieurs gènes ou si c'est des niveaux d'hormones ou je ne sais pas quoi, mais typiquement, ça ne rentrera pas dans le cadre de ce qui est toléré par la société et donc par la loi, éthiquement, pour un diagnostic préimplantatoire. Si vous avez une maladie où vous dites ces gens peuvent vivre, mais ils vont mourir, et en plus, c'est pas forcément c'est une maladie vraiment dévastatrice, ça a un impact pour la personne qui meurt, pour sa famille, pour la société qui... Là, il y a un choix éthique et de dire on autorise ces couples à recourir à cette technologie qui permet de leur éviter de donner naissance à un enfant porteur de cette mutation. Ça n'empêche qu'il y a toujours des mutations. Tous les porteurs de la mutation ne sont pas issus de parents qui avaient la mutation. Ça peut être une mutation qui s'est formée chez eux uniquement, et donc ça n'évite pas, ça résout pas forcément tout le problème. Sans parler de ceux qui sont pas au courant, qui sont porteurs de la mutation. Oui, j'allais dire, il y a peut-être certaines personnes chez qui les symptômes ne se présentent pas ou... Alors, en fait, pour une maladie infantile, la question se pose moins. Pour une maladie telle que la maladie de Huntington, le déclenchement de la maladie, ça peut être entre 30 et 50, 60, voire plus tard. Il suffit que le parent porteur meure pour une autre raison. Et déjà, l'info est perdue. Après, si vous regardez simplement vos livres d'histoire, vous vous rendez compte que les 70 dernières années, c'est plutôt calme en France, mais avant, il y a eu 39-45, 14-18, 70. Donc, quasiment à chaque génération, il y a eu des pourcentages de gens qui ont été tués, surtout 14-18, où l'information s'est perdue. Et puis après, pour certaines maladies, c'était des problèmes comportementaux, c'était caché, c'était tué dans la famille, ça se disait pas trop, etc. Donc ça, c'est un peu des cas particuliers pour les maladies qui se déclenchent chez adultes, mais donc les traces de ces maladies n'ont pas forcément été conservées comme ça serait maintenant. Donc il y a des gens porteurs encore à l'heure actuelle qui ne le savent pas. Et puis il y a aussi même un débat un peu compliqué éthique qui est si je vous dis que vous avez une chance sur deux de porter une mutation qui vous déclenchera une maladie dévastatrice et incurable. Est-ce que forcément vous voulez savoir si vous êtes porteur ou pas ? Est-ce que vous allez changer d'avis suivant que vous êtes dans un cas
de figure où vous pensez que à vous, ou si vous êtes en train de vous dire je vais peut-être enfanter ou avoir un enfant. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'on peut savoir comment on organise cette transmission d'informations? Ça peut être rude. Les médecins qui s'occupent de ça font ça très bien, mais c'est un choix assez compliqué en fait. Vous travaillez sur des cellules souches humaines? Oui. Est-ce qu'il y a un frein? Comment vous sentez, vous? Est-ce que vous vous sentez empêché de travailler? Alors en fait, moi, personnellement, même j'ai vu un peu tout le spectre d'empêchement. Donc il y a eu, moi quand j'étais jeune chercheur en thèse et que je suis parti en postdoc, je suis allé travailler sur les cellules souches embryonnaires humaines, à l'époque aux États-Unis. C'était simplement interdit de le faire en France. Donc le frein était frein à main absolu, rien ne bouge. Donc j'ai appris à utiliser des cellules à un moment où en France de toute façon c'était même pas faisable. Et quand je suis revenu pour collaborer avec Marc Pechansky qui a mis en place le labo, la première chose qu'on a faite c'est pas de faire des manips, c'est simplement de faire les paperasses, parce que la loi de bioéthique de 2004 commençait à autoriser, c'était interdit, mais sous licence c'était autorisé, etc. Donc c'était les premiers travaux, c'était des paperasses pour importer des lignées et commencer à avoir l'autorisation à travailler. Après, il y a eu vraiment plusieurs révisions de loi de bioéthique, et dernièrement, la dernière mouture de 2013, il y a une autorisation qui est faite de travail sur les cellules souches embryonnaires, sous contrôle d'une agence réglementaire qui, comme toute agence réglementaire, exige que la loi soit respectée, comme la loi précise certains critères d'intérêt, de but médical, etc., d'absence d'alternative. Et donc on doit, nous, pour avoir accès aux cellules souches embryonnaires humaines, justifier de tout ça, ce qui nous permet d'avoir des autorisations tous les 5 ans. Il y a des rapports après tous les 4-5 ans, il y a des rapports à faire. Donc ça prend du temps par rapport à d'autres types d'études où on a beaucoup moins de paperasse, ça prend du temps et malheureusement le temps de l'argent. Tout ce que je fais à faire un rapport pour une agence réglementaire, je ne le ferai pas à faire la recherche, mais bon, la société veut qu'il y ait un contrôle sur l'embryon et ses dérivés, donc on accepte, on n'a pas d'avis. Pas de jugement là-dessus. On a un jugement, mais ça ne change rien, on applique la loi, point final. Sur les IPS, il y a moins de contraintes, on n'a pas de rapport à faire. Mais est-ce que les empêchements sont de nature à empêcher certains protocoles ou certains projets où ça vous force à vous replier sur des voies de remplacement? Ça nous force ça nous ralentit, ça nous force à nous replier sur les voies de remplacement qui sont les IPS. Ça fait que sur des collaborations, par exemple une collaboration nationale, ça va être plus facile qu'une internationale parce que là on va passer la frontière, donc il faut une autorisation supplémentaire, etc. Donc il y a des contraintes qui font qu'on est obligé parfois de jongler entre faire une manip plutôt qu'une autre, et donc ça peut prendre un certain nombre de temps, mais bon, il y a plein d'autres règlements qui sont... Vous avez 3 juristes pour un chercheur, quoi. Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps chaque année de faire des rapports, de faire des demandes. Comme pour beaucoup de choses, c'est toujours réglementaire. Et comment ça évolue? La société et le politique par rapport à ces questions-là, ça se passe mieux? Candidement, moi je vais dire que la société, nous chercheurs, on n'a pas accès à la société. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui manifeste devant le labo en disant « je suis Ça contre ». pourrait arriver. Dans le passé, ça a été étendu au niveau du téléthon, par exemple. Là, pour l'instant, c'est plutôt calme. La loi a été modifiée. Avant, on avait une interdiction avec dérogation, ce qui était un peu bizarre, parce que c'était interdit par principe et autorisé par dérogation, et alors que maintenant on est plus en autorisation sous contrainte réglementaire d'une agence, qui est l'agence de la biomédecine, qui est plus logique comme travail. Donc c'est comme quand vous êtes producteur d'une voiture, vous avez le droit de produire une voiture, mais vous devez la faire homologuer, vous devez faire un certain nombre de choses. Bon, là, le vrai nerf de la guerre pour la recherche, c'est l'argent, c'est pas les contraintes réglementaires. Les contraintes réglementaires, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent, donc ça revient. Mais disons, quel que soit le sujet, les chercheurs se plaignent de ça. Oui. Donc, d'une certaine manière, c'est juste peut-être... Mais même, il n'y a pas que les chercheurs, d'ailleurs. Oui, non, mais c'est vrai. La finalité, c'est de guérir des gens. Oui. Donc, c'est de faire des thérapies. Alors, il y a plusieurs types de thérapies. Alors, c'est pas votre domaine en particulier, mais quand même, comme on vous a sous la main, les différences entre thérapie génique, thérapie cellulaire et chirurgie du gène. En 2 mots, pour que les gens voient ce que c'est. Alors, en fait, il y a même une troisième catégorie, c'est le médicament. Donc, il y a ce que vous appelez le médicament, c'est ce qui est le plus
communément comprise, c'est l'aspirine, c'est ce que vous voulez, c'est une petite molécule chimique qui a des effets sur le corps, sur les cellules, sur les organes, et qui atténue les symptômes, ou voire guérit. Après, nous, on fait plus des thérapies innovantes qui vont au-delà de ça. Donc, soit c'est découvrir des nouveaux médicaments, donc ça, c'est tout un pan de recherche, soit faire des thérapies innovantes avec des thérapies qui ne vont pas impliquer une petite molécule, naturelle ou chimique, mais qui vont impliquer soit une réparation du gène, et donc là, il y a les termes que vous mentionniez, soit une thérapie cellulaire, où là, on va fournir des cellules. Donc, comme nous, on travaille sur les maladies génétiques, c'est tout en haut le sommet de la cascade de catastrophes qui mène à la maladie, c'est le gène muté. Donc, c'est vrai que c'est logique d'essayer de corriger le début, le socle, et donc la thérapie génique, souvent, c'est de dire on va essayer de corriger dans le génome le gène mutant, et c'est là où on peut avoir différentes variantes. Soit on va réécrire le gène, soit on va donner un autre gène qui remplace, comme celui-là, le premier gène est déficient, on va en donner un autre qui remplace celui qui était manquant. Et donc là, il y a différentes technologies, et c'est pour ça qu'on parle parfois de thérapie génique, de chirurgie du gène, etc. Ça regroupe tout un ensemble de technologies qui permet de soit transférer des nouveaux gènes, soit des gènes corrigés, soit de réécrire les gènes dans tout ou partie des cellules du patient. Généralement, c'est une partie des cellules, puisque sur un adulte, c'est pas envisagé de changer le génome de toutes les cellules de l'individu. Par contre, si vous avez une maladie musculaire, ça peut être envisagé de traiter un muscle. Si vous avez une maladie du cerveau, ça peut être envisageable de traiter un certain nombre de cellules dans le cerveau. Par contre. Chaque cas de figure est différent. Le principe, c'est que chaque cellule est porteur de l'information génétique pour l'ensemble de l'individu. Et donc, s'il y a un défaut, chaque cellule a un défaut. Il se trouve que la mutation peut parfois affecter, par exemple une mutation Huntington qui affecte les cellules du cerveau, en fait elle est présente partout dans le corps. Mais ça ne sert à rien de soigner le petit doigt d'un Huntingtonien puisqu'il n'a pas spécialement de défaut moteur sur le petit doigt Huntington. Par contre, son cerveau est en train de se détruire de l'intérieur, donc ça vaut vraiment le coup de se concentrer sur le cerveau. Et voire même sur les parties codéputamènes, les parties centrales du cerveau qui est le plus affecté, ou le cortex, ou des choses comme ça. Donc c'est là où la question se pose entre la faisabilité, l'opportunité et les risques, les bénéfices-risques. Qu'est-ce qu'on peut espérer quand on est malade de ça, de la recherche actuelle ? C'est la question toujours récurrente, et c'est la plus dure pour nous, chercheurs. C'est qu'en fait, le temps de la recherche est un temps très lent, et que d'autant plus lent que nous, on est encore sur des aspects encore très expérimentaux, fondamentaux, précliniques, et que finalement, c'est un peu comme une équipe de rugby, on passe le ballon, c'est jamais une personne qui va faire le touchdown tout au bout du stade, ça va être en plusieurs étapes, et donc nous, on est un peu au début de ces étapes-là. On a des recherches qui se comptent en années, et donc souvent 5 ans, ça paraît beaucoup pour un patient, parce que 5 ans, c'est le temps qui va séparer le début des symptômes et le début de la fin pour l'enfant ou le patient, donc c'est très dur. Et alors que pour nous, 5 ans, c'est un projet de recherche, 2 projets de recherche consécutifs, qui sont des étapes très morcelaires d'une avancée des connaissances vers des traitements. Alors nous, on essaye de à la fois faire des recherches très fondamentales pour essayer de mieux comprendre les maladies et développer des formes de traitement un peu différentes, et des recherches un peu plus précliniques pour vraiment préparer les thérapies. Donc on a une temporalité qui se rapproche plus de la guérison, entre guillemets, de ce qu'on espère d'une guérison, mais nous, ne serait-ce qu'un essai clinique, ça prend plusieurs années, ça peut prendre plusieurs années, surtout pour des maladies comme la maladie de Huntington, où la dégénérescence se fait progressivement, parce que même si on a une thérapie innovante, par exemple, il faut prouver que le patient, avec ce traitement, va mieux qu'avant. Donc, il existe... récemment, je discutais avec un chercheur qui travaille en thérapie cellulaire de la rétine. C'est le cas de figure simple, parce que le patient est en train de perdre la vue, et si jamais sa thérapie fonctionne, il arrête de perdre la vue, voire même il regagne la vue. Donc là, vous comprenez bien que... En très peu de temps, on sait que ça marche. Ça marche en quelques mois, en 6 mois, on sait. Donc là, pour ce cas de figure-là, on dit, voilà, ce patient, on a détecté un saignement au fond de l'œil, on sait que 6 semaines après, il va perdre la vue. Donc ça, on le sait à chaque fois.
on sait qu'il y a des alternatives, mais qui ont une chance sur 3 de ne pas fonctionner, ou dans ce cas de figure-là, on sait que ça ne fonctionnerait pas. On fait un traitement. Si au bout de 6 semaines, il a perdu la vue, on sait que le traitement n'a rien fait. Si au bout de 6 mois, il a toujours une vision, voire même une meilleure vision que ce qu'il avait avant, puisque ça se mesure bien, on aura le résultat. Une maladie neurodégénérative, c'est sur 10-15 ans que l'évolution se fait, progressivement des pertes de capacité. Donc si on étudie simplement pendant 1 an ou 2, on va avoir une petite amélioration, donc il va falloir juger ou pas avant de réinvestir plus longtemps, convaincre les gens que le bénéfice par rapport au risque, que c'est pas risqué, puisque généralement ce qu'on étudie en premier, c'est est-ce que c'est dangereux ce qu'on fait, on ne veut pas aggraver la situation. Et seulement après on regarde en même temps souvent si ça a un bénéfice pour le patient. Donc c'est vrai qu'à cette échelle 5 ans, c'est deux programmes de recherche ou un essai clinique et préparer l'essai clinique, faire l'essai clinique, ça peut prendre 5 ans. Est-ce qu'actuellement on assiste à la naissance de thérapies véritablement individualisées avec tout ça, et est-ce que même la médecine stéréotypée est amenée à disparaître à terme? Pour l'instant, la médecine individualisée, nous, c'est pas économiquement viable et c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est une thérapie qui fonctionne pour une certaine population de malades, puisqu'on veut soigner un maximum de malades. Donc, vu les coûts de développement et les difficultés techniques, on n'est pas focalisé sur une médecine individualisée. Par contre, c'est individualisé dans le sens une maladie génétique particulière est étudiée plus particulièrement pour développer une thérapie sur ce type-là, sachant qu'on espère que si on trouve une réponse à une maladie, après par association, on va pouvoir étendre le traitement potentiellement, soit la technologie, soit le traitement lui-même, soit un intermédiaire entre les deux, à d'autres maladies génétiques, voire même à des maladies non génétiques. Est-ce que vous avez un message pour les profanes de la science? Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle vous pensez que les gens ont besoin de comprendre, qu'ils ont besoin de vraiment appréhender? Je sais pas, c'est un peu compliqué. Oui. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut, on est des gens qui sommes humains déjà. On a notre éthique personnelle, laïque ou chrétienne, ou ce que vous voulez. Et il ne faut pas avoir peur du scientifique. Il ne faut pas écouter ce qui se passe à la télé ou dans les films. Le biologiste n'est pas toujours le méchant qui va tout faire pour faire le mal, etc. On est père de famille, mère de famille, etc. On est en contact plus ou moins poussé avec des patients et on veut améliorer la connaissance et trouver des traitements pour ces gens-là, pour ces enfants, pour ces adultes qui ont des maladies. Et donc, nous, c'est aussi notre travail, on en vit, mais on n'est pas là on n'est pas spécialement bien payé, on n'est pas spécialement dans un cadre difficile, mais pas forcément facile. Donc il faut donner le crédit aux chercheurs pour les laisser travailler correctement. Et en fait, c'est vrai qu'on est dans un environnement de création de savoir qui ne peut être que bénéfique pour les gens, pour la société, pour le pays. Et donc il faut, c'est rentable, même humainement, pour la société de nous aider à continuer. Certes, nos recherches coûtent cher, mais ça ne peut être que bénéfique. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est vous faites des recherches sur des maladies en particulier. Est-ce que ça a des répercussions sur les autres recherches, sur le cancer, sur Alzheimer ou les différentes maladies dégénératives? A priori, ce qui est... Alors, c'est jamais simple de tirer un trait direct entre cette étude et celle-là. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, moi, je travaille sur une maladie du cerveau où les neurones meurent. Et il se trouve que dans la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies, les neurones meurent aussi, pour d'autres raisons. Moi, j'ai un cas de figure plutôt simple où on connaît la cause. Et donc, ça permet de mieux, même si c'est quand même très compliqué, ça permet d'utiliser ce système-là comme un paradigme, comme un modèle d'une perte neuronale dans le cerveau. Et donc, si on intervient avec une thérapie innovante et qu'elle est effective, il n'y a aucune raison de penser qu'on ne puisse pas transférer soit une partie du savoir, soit une partie des technologies vers des maladies beaucoup plus fréquentes qui pourront bénéficier. Et inversement, si jamais il y a des découvertes sur les maladies fréquentes, donc il ne faut pas du tout exclure maladies rares, ça va toucher que quelques personnes, et puis c'est vraiment les technologies et les traitements peuvent très bien s'échanger, s'intermêler. Et vous avez, une découverte en cours c'est quoi la question par rapport à Huntington aujourd'hui, on conclura là-dessus, sur quoi on travaille à l'heure actuelle?
Alors nous, sur Huntington par exemple, c'est un effort vraiment, c'est pas l'eureka à la pomme qui tombe sur le chercheur, c'est un travail de longue haleine, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, avec des chercheurs pour mettre en avant par exemple la thérapie cellulaire à partir des cellules souches, ou c'est des programmes de 5 ans, puis de nouveau 5 ans, où on avance progressivement en disant voilà, on commence à savoir produire des neurones qui sont les neurones qui sont perdus par les patients. Maintenant, on est en train de se dire comment on va pouvoir leur donner et vérifier que ces neurones-là sont fonctionnels. Donc on en est à cette étape-là, et on en est dans les questions précliniques où on se dit, voilà, maintenant qu'on sait le faire au laboratoire, est-ce qu'on sait le faire dans un laboratoire, entre guillemets, propre, qui permettra de produire des thérapies innovantes qu'on est capable de donner à des patients. Et après, il y a tout un tas de médecins qui, eux, s'organisent pour dire, voilà, est-ce que nous, on est capable d'organiser l'analyse d'une telle thérapie? Est-ce que si elle est faite, est-ce qu'on sait faire la chirurgie? Est-ce qu'on sait sélectionner des patients et les suivre pour savoir est-ce que le risque va être important? Est-ce que le bénéfice va être réel ou pas? Donc on en est là sur, par exemple, la thérapie cellulaire Huntington. Merci beaucoup. Merci de votre accueil, et puis on surveillera de près vos travaux pour voir un peu pendant 5 ans. Ah oui, non, j'ai pas dit 5 ans, moi. Bon, merci.